Bonjour à tous, merci de nous retrouver cette semaine pour votre nouvelle édition de 100% marché, votre rendez-vous hebdomadaire du décryptage de l'actualité économique et boursière. Aujourd'hui, m'accompagneront donc Denis Lantoine, rédacteur en chef chez Investir. Et bonjour Mathieu. Et Laurent Albi, président de l'AFAT. Bonjour Mathieu, bonjour Denis, bonjour à tous. Nous allons sans plus attendre donc, commencer notre émission avec la première rubrique, c'est le bilan de la semaine. Alors, Denis, que se passe-t-il du côté de l'Europe? Si je vous dis rien, est-ce que ça vous plaît? Pas vraiment. C'est vrai qu'on a connu encore une fois un CAC 40 bien peu actif. La semaine dernière, on a connu en fait 4 premières séances complètement léthargiques de lundi à jeudi, avant une séance de vendredi peut-être un petit peu plus agitée quand même. C'est ce qui a créé finalement le bilan hebdomadaire que l'on connaît, moins 0,46%. Ça ne va pas chercher loin, je vous l'avoue. On alterne finalement depuis maintenant de nombreuses séances, les hausses, les baisses. Et finalement, le mois de février est peut-être gagnant d'un peu plus de 2%. Mais souvenez-vous qu'au mois de janvier, effectivement, on perd donc 2%, mais effectivement le mois de janvier c'était soldé par un gain de 2,33. Autant dire que globalement, ça fait quasiment du zéro. Donc si c'est du zéro depuis le début de l'année, c'est pas très sexy comme tendance, je vous dis Mathieu, et je pense aussi d'ailleurs que pour Laurent, c'est pas très sexy à raconter. C'était l'analyse graphique du CAC 40 actuellement. Effectivement, Denis, le CAC 40, c'est morne pleine en ce moment. Voilà, on est, vous le voyez, dans une phase de dérive latérale. Alors, il y a quand même des choses à dire sur ce qui se passe sur le CAC 40. Et pour ça, je vais zoomer un petit peu. Voilà, pour que vous ayez clairement les niveaux en tête. Regardez, donc depuis le début de l'année, comme le disait Denis, il ne se passe strictement rien. On est d'ailleurs en dessous de l'ouverture du 3 janvier. J'ai tracé, vous voyez ici, une petite zone de support local à l'intérieur de cette zone de consolidation. Ça veut dire concrètement que pour les 72 prochaines heures, on est à la croisée des chemins à très court terme sur le CAC 40. Soit effectivement cette zone, qui a déjà été une zone de support, déclenche à nouveau des opérations d'achat. Et là, pour le coup, ça voudrait dire qu'on repart à l'assaut des 4929 points et on les franchira vraisemblablement dans la lignée donc, de la tendance haussière de moyen terme. Soit au contraire, on n'arrive pas à rebondir à partir de ce niveau à 4847 points. Et là, ça voudrait dire qu'on va rester à l'intérieur de cet intervalle et qu'on va vraisemblablement assister à un retour du CAC vers les 4746 points. Alors maintenant que j'ai dit ça, je vais dézoomer un petit peu pour vous remontrer donc cette tendance haussière de moyen terme. À court terme, on voit qu'on fait un plat. On reste dans la tendance. Ça veut dire qu'on reste acheteur du CAC 40. Soit effectivement, on attend le dépassement de cette petite bougie ici, vous voyez cette bougie noire, dès qu'on fait une clôture au-dessus du corps de cette bougie, ça veut dire qu'on a un rebond qui se confirme et qu'on repart à l'assaut des 4929. Si on ne franchit jamais le haut de cette bougie, ça veut dire qu'on va vraisemblablement baisser à 4746 et c'est là qu'il faudra par conséquent être acheteur. Donc deux niveaux, 4746 c'est le bas du range si on continue de consolider et si on dépasse cette bougie, on paye et on accompagne la tendance haussière. Donc dans tous les cas, on achète le CAC 40, on s'inscrit dans la tendance, c'est toutes les stratégies qu'on a recommandées jusqu'à maintenant et on a eu raison. Donc pour cette raison, je recommande cette semaine un turbo call de code RO93B et c'est très important de le dire avec une barrière désactivante qui est très en dessous de ce niveau de support parce que pour le coup, il ne faut pas que les prix enfoncent la borne basse de ce range, donc une barrière désactivante à 4730, on est à l'abri de la vol, donc normalement on accompagne la tendance haussière, mais on ne sait pas exactement quel va être l'itinéraire du CAC à l'intérieur de ce rectangle, c'est très difficile dans les consolidations de savoir comment l'actif en question va évoluer, donc ce qui est important c'est le stop, et là pour le coup il est très en dessous de la borne basse. Merci Laurent. Donc un turbo call RO93B, comme l'a dit Laurent, de barrière 4730, ce qui procure à ce turbo un levier élevé important de 33. Vous pouviez acheter ce titre ce matin à 1,28 €.
On continue le bilan de la semaine avec donc les États-Unis qui, eux, pour le coup, continuent de grimper. Ah bah oui, ça va bien, hein. Wall Street va bien, très bien même, car si on regarde de près les dernières clôtures du Dow Jones, par exemple, on s'aperçoit que l'indice a quand même signé 12 records de clôture d'affilée. Alors il y en a 11 sur le slide, mais il datait d'hier, et donc on est à 12 aujourd'hui. 12 aujourd'hui, effectivement. Très logique. Même si parfois ce n'est que pour quelques points, hein, mais en tout cas cette série haussière de clôture en tout cas n'était pas arrivée depuis le mois de janvier 87, souvenez-vous. 87, espérons effectivement qu'on ne va pas connaître le même sort que cette terrible année, mais en tout cas tout va bien pour l'instant pour le Dow Jones. Personnellement je ne m'en souviens pas. Vous n'étiez pas né peut-être. Je n'étais pas né encore. Avec Laurent nous avons bien connu ça. Nous étions short. Nous étions short sur les bancs de l'école. Ça en tout cas, effectivement, cette belle série, on le doit naturellement à l'effet Trump. Hein. Je vous rappelle que depuis l'élection du nouveau président le 8 novembre, l'indice a gagné quasiment 15%. Alors quand même, effectivement, quand on regarde toutes ces clôtures, ça se joue parfois à quelques points. Donc, ce qui montre bien quand même qu'on a déjà bien monté. Est-ce qu'on est suracheté? Ça, je ne sais pas, Laurent nous le dira tout à l'heure. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a un peu moins d'initiatives actuellement. On plafonne un petit peu. Il y a moins d'acheteurs. Mais en tout cas, le fait de faire des records, ça montre aussi qu'il n'y a pas de vendeurs. Et donc, s'il n'y a pas de vendeurs, ça veut dire qu'il y a quand même un espoir. C'est vrai que Trump a alimenté cet espoir avec les annonces. Il a promis des mesures fiscales et budgétaires phénoménales. Hein. Je vous le rappelle, il y a 15 jours, 3 semaines, il a dit effectivement que d'ici 3 semaines, je vous annoncerai tout ça. Alors 3 semaines, c'est donc maintenant. Et effectivement, il doit intervenir cette nuit, 3 heures du matin exactement, heure de Paris, à Washington, devant le Congrès. Et on espère qu'il va annoncer tout ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vendeur parce que Trump a le bénéfice du doute. Attention quand même, parce que cette nuit pourrait déclencher en tout cas des ventes en cas de déception. Merci Denis. Laurent, c'est du S&P dont vous avez décidé de nous parler. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, hein, à très court terme, les marchés ont payé en fait toutes les déclarations de Donald Trump, des déclarations pro-business, de relance budgétaire, des mesures fiscales exceptionnelles dont on n'a pas encore vu la couleur ou en tout cas sans quoi elles allaient consister. Donc un marché maintenant qui va de toutes les façons s'impatienter de plus en plus s'il ne voit pas venir la concrétisation de toutes ces annonces faites par le président américain. Donc il y a un petit peu de pression maintenant qui va rentrer progressivement parce qu'il faut que le président Trump maintenant délivre ce qu'il a promis. Et donc on a des investisseurs qui vont maintenant attendre de voir concrètement comment les choses vont se passer et si ce qui va être effectivement réalisé est à la hauteur de leurs espérances. Alors je vous dis ça parce que on n'a pas de vendeurs donc, sur les marchés américains. On n'a pas des volumes qui sont faméliques, mais ils ne sont pas excessivement importants, mais ils sont à peu près dans la moyenne. Mais surtout, on a des opérateurs qui gardent en fait espoir dans le fait que tout ce qui a été annoncé va être réalisé. Alors quand on zoome d'un point de vue technique, la situation elle est très intéressante parce que en fait, d'un point de vue purement technique, elle pourrait continuer d'évoluer de la sorte à l'infini. Pourquoi ? Parce que regardez, là, on a eu donc un marché, regarde, on va se remettre à partir de cette séquence. On a un marché qui est monté fortement et qui a consolidé latéralement. Pas de pression vendeuse, hein, on reste sur les niveaux. Ensuite, on remonte de manière impulsive. Ça, c'est les annonces justement fiscales à venir. Et puis là, regardez, on a tous les indicateurs techniques de surachat qui se dégonflent mécaniquement parce que ça fait 5 jours qu'on reste sur les mêmes niveaux. Donc, des petites hausses comme ça, avec des paliers, des hausses en escalier, où chaque fois qu'on est suracheté, on a finalement les indicateurs qui se dégonflent parce qu'on fait des plats, ça peut évoluer comme ça, ad vitam aeternam. Alors, attention, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Mais je veux dire simplement que c'est difficile de ne pas payer ce S&P quand on voit la manière qu'il a de monter, de progresser. On voit que les 5 dernières séances, elles ont quasiment fait du surplace. On avait un petit gap haussier, le gap, il reste ouvert. Alors c'est vrai que les bougies ne sont pas très grandes, mais enfin c'est vrai qu'on fait aussi des nouvelles clôtures historiques. Je vous ai mis en bas un MACD qui est un indicateur de tendance où on voit qu'on a les deux lignes qui s'écartent. Alors elles se rejoignent un petit peu, mais enfin c'est pas du tout un signe contrarien pour se mettre à vendre. Donc ce S&P, j'ai envie de dire, il est fort. Comme tous les indices américains, on a de la participation, c'est extrêmement important. De la participation, ça veut dire qu'on a également les petites caps qui bénéficient de ce rallye. Ça veut dire qu'on a une participation de toutes les valeurs aux États-Unis qui montent. Donc,
un rallye qui a priori est sain et qui devrait donc continuer de monter. Alors, il peut y avoir des petites corrections, mais justement, le message, c'est que ces corrections seront des opportunités pour rentrer sur le marché, donc achat sur repli. Et dans ce contexte, donc, on recommande un VAR en call donc pour accompagner cette hausse de code KR20B. Un VAR en call KR20B qui vous permettra donc d'accompagner une hausse du S&P avec un prix d'exercice à 2400 et arrivant à échéance en juin 2017. Son delta est de 40, ce qui en fait un produit adapté. Et enfin, son levier est de 17. Vous pouviez acquérir ce produit à 53 centimes ce matin. On arrive à la dernière partie donc, de ce bilan de la semaine avec donc, Trump et le risque politique, je dirais, en France. Bah oui, c'est un élément supplémentaire qui a pesé, surtout en fait en début de semaine dernière. Chez nous, effectivement, il y a ce risque politique, globalement en Europe, dans pas mal de pays, mais en France plus particulièrement. On est à 2 mois de l'élection présidentielle, je vous le rappelle, et les sondages qui étaient parus en début de semaine dernière ont paru plutôt inquiétants, ce qui a constitué en tout cas un élément de facilitant en tout cas l'écartement des spreads, on dit donc avec l'Allemagne notamment, et ce qui a pesé donc sur la France, sur le CAC 40. Ce qu'on a eu effectivement, c'est une Marine Le Pen qui était donnée en tête du premier tour. Bon, ça, c'est pas vraiment une grosse surprise. Depuis longtemps, en fait, on le sait. Mais en tout cas, avec un score au second tour qui est largement au-dessus des 40, et même 44, en tout cas, on a vu dans les sondages. Ça a commencé à inquiéter, effectivement, donc les marchés. C'était un petit peu moins évident. Alors, depuis mercredi, ça va un petit peu mieux, depuis en tout cas que François Bayrou a décidé de rallier la candidature d'Emmanuel Macron. Ça a déstressé un petit peu les opérateurs. Mais c'est un élément quand même qu'il faut prendre en compte, qui a pesé en tout cas en début de semaine dernière et qu'il faudra avoir en tête en tout cas jusqu'à la présidentielle de mai. D'accord, parfait. Merci Denis. Laurent, cette semaine, vous avez décidé de nous parler d'une valeur qu'on ne voit pas souvent. C'est donc le silver. L'argent métal. Exactement. Effectivement. Alors pourquoi l'argent métal? Eh bien, d'abord parce qu'il est dans une tendance de court terme qui est intéressante à considérer. Et puis rappelez-vous, la semaine dernière, on avait déjà fait un call sur le gold. Et on a par ailleurs un Brent qui ne fait absolument rien, des cours du pétrole qui stagnent et qui pour le moment ne présentent pas d'opportunités particulièrement saillante, donc on recherche toujours des tendances pour essayer de se glisser dedans. Et donc cette semaine, c'est effectivement le silver qui a retenu mon attention parce que vous allez le voir dans un instant à l'écran. On a, vous le voyez depuis le début de l'année, cet argent métal qui est dans une tendance qui est assez vigoureuse, je dois dire, avec une belle progression. Et là encore, pour le moment, on ne voit pas d'éléments qui nous feraient penser que cette tendance va s'interrompre. Donc je vous ai mis une moyenne mobile à 20 périodes, ça représente environ un mois d'historique, la moyenne sur un mois, une vingtaine de jours. Donc on voit que c'est très linéaire, elle est en quasi-ligne droite, cette moyenne mobile. On voit que là aussi, il y a peu de volatilité, c'est assez linéaire, ça monte tranquillement sur le silver. Et là encore, pas d'éléments qui nous font penser qu'il va y avoir une inversion de la tendance à très court terme. Donc on vise ces 19 $ l'once qui représentent ce niveau de résistance du mois de novembre. Pour le coup, du point de vue du timing, je recommanderais plutôt d'attendre un petit peu parce que là, vous voyez, on a une petite hésitation qui s'est faite hier. On pourrait tout à fait retourner sur ce seuil des 18 $ l'once. Et pour le coup, ça serait une bonne opportunité d'accompagner la tendance haussière du silver. On rentre sur 18 $, on vise 19 $. C'est un turbo call. Je vais vous donner le code dans une seconde. Et la barrière désactivante, là encore, elle est très très loin. Elle est à 16,95 $. Donc un niveau de prix qui devrait en aucun cas être rejoint si on doit conserver cette lecture haussière. Donc dans ce contexte haussier de l'argent métal, silver, on a choisi un turbo infini best call de code RZ20B. Un turbo infini best call. Donc, comme son nom l'indique, il n'a pas d'échéance. Et donc best signifie barrière equal strike, donc le prix d'exercice est égal à la barrière désactivante. Comme l'a dit Laurent, ils sont tous les deux situés à 16,95 $, ce qui procure un effet de levier proche des 12. Vous pouviez acheter ce titre ce matin à 74 centimes lorsque l'argent cotait 18,26 $. On en a fini avec le bilan de la semaine. On enchaîne avec notre prochaine rubrique, ce sont les tops et les flops.
Alors Denis, quels ont été les champions de la semaine? C'est en réaction en fait, à la publication de résultats annuels. On est encore en pleine période de publication, même si ça commence à se terminer en tout cas pour les poids lourds du CAC 40. On a eu une très belle réaction sur Ipsen, notamment la semaine dernière, groupe pharmaceutique, qui a réalisé donc des très bons résultats 2016 et puis qui montre des perspectives 2017 très ambitieuses. Ipsen qui est un record historique, on en parlera tout à l'heure dans notre focus. Worldline, là aussi, filiale d'Atos, est spécialisée dans le paiement électronique. Là aussi, surtout, ce sont les perspectives qui, là, en tout cas, ont été appréciées, plus 7%. Enfin, Airbus avec du bon et du mauvais. Finalement, ça se finit bien, plus 2,7% sur la semaine. Et là aussi, de nouveaux records historiques. Airbus avec de bonnes performances opérationnelles, mais toujours le poids de l'A400M, des nouvelles charges. Plus d'1 milliard passé donc sur l'avion de transport européen A400M est globalement positif sur la semaine, quasiment 3% de hausse pour l'avionneur européen. Et d'ailleurs, Laurent, vous avez décidé de nous parler d'Airbus, vous avez analysé le titre. Oui, Mathieu, effectivement, j'ai retenu Airbus cette semaine. On voit que le titre a été en consolidation latérale pendant une bonne partie de l'année 2016. Et puis il y a eu clairement ici, au mois de novembre, un changement de consensus, un changement d'opinion sur le titre, puisque vous le voyez, alors qu'il était en tendance plate, et bien maintenant il est dans une phase ascendante. Alors, comme Denis le soulignait, on est sur des plus hauts historiques. On a une moyenne mobile à 100 périodes, donc de long terme, qui est haussière. On avait, après cette première impulsion haussière, une phase de consolidation latérale en décembre et en janvier dont on vient de sortir. Autrement dit, la tendance est en train de reprendre son cours. On a un MACD qui a croisé à la hausse et qui est en pleine accélération. Autrement dit, sur Airbus, on n'a pas de signal qui puisse nous faire penser qu'il va y avoir là aussi un retournement majeur. On est sur une tendance qui paraît solide. Encore une fois, un plus haut historique. Donc on va tenter d'accompagner cette tendance haussière. Là encore, au niveau du timing, je remarque que que lors des 4 dernières séances, on a eu des mèches hautes sur les bougies. Ça veut dire qu'après cette impulsion haussière, on a des petites prises de bénéfices qui rentrent sur le marché, j'ai envie de dire, de manière légitime de la part des opérateurs de court terme. Autrement dit, un petit repli ne serait pas à exclure. En conséquence, un retour sur ce niveau à 66,85 € serait, ou autour de cette zone, serait une opportunité pour rentrer sur repli sur Airbus. Et puis, on accompagne le titre avec un VAR en call dont le prix d'exercice, vous le voyez, est à 75 €. Donc, on est vraiment out of the money, donc un produit qui n'est pas cher du tout, c'est ce qui nous intéresse. Alors, techniquement, sur le produit, le VAR en call que j'ai choisi, Mathieu, c'est le SA53B. Alors un VAR en call SA53B avec un prix d'exercice à 75, ce qui en fait, comme l'a dit Laurent, un produit en dehors de la monnaie. Ce produit a un delta donc à 25,5 et un levier à 11, enfin x 11. Pardon. Ce produit cotait ce matin 79 centimes. On enchaîne dans cette rubrique avec malheureusement ceux qui ont le moins bien performé cette semaine. On peut même dire des gadins, les gros gadins de la semaine, avec Technicolor une nouvelle fois, nouvelle chute. Après une révision, en tout cas en baisse du plan de marche, les objectifs 2020 ne seront pas tenus. Ipsos, c'est pas à cause d'un mauvais sondage, même si c'est un groupe spécialisé dans les sondages et les études. C'est simplement que la croissance a fortement ralenti au 4e trimestre. Ça a déçu les marchés, ça n'a pas plu, moins 7%. Et puis Veolia Environnement, là aussi c'est une histoire de plan de marche qui ne sera pas respecté, des objectifs qui ne seront pas atteints, moins 4,5% en tout en 5 jours. Merci Denis. Donc c'est fini avec les tops et les flops. On enchaîne vers la prochaine rubrique de notre émission, c'est la rubrique Focus. Alors, la semaine dernière, la NASA nous apprenait que nous avions trouvé 7 exoplanètes et cette semaine, Denis nous parle des extraterrestres. Oui.
de la bourse. Restons dans l'actualité avec ces recordmen de la bourse, ces valeurs que vous auriez dû acheter il y a bien longtemps parce que vous auriez gagné beaucoup d'argent. Ce sont ces valeurs qui sont au plus haut historique. Alors on parlait tout à l'heure de Wall Street, du S&P, Dow Jones qui était au plus haut historique. C'est pas le cas du tout du CAC 40, mais c'est pas pour autant qu'il y a des valeurs qui ne sont pas au plus haut. Et on fait le point donc cette semaine sur ces extraterrestres de la bourse. Les recordmen, je vous ai mis sur ce slide. Alors je vous ai pas tout mis, il y en a, en fait c'est assez étonnant, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de valeurs qui sont à leur plus haut historique, beaucoup de valeurs moyennes aussi notamment. Donc il y a des valeurs de croissance, il y a des grosses PME cotées en bourse qui fonctionnent très bien. Donc il ne faut pas être forcément une multinationale en tout cas pour bien performer. Ce sera peut-être l'occasion en tout cas de revenir une autre fois sur ces petits poussés de la bourse mais qui réussissent très bien. Là ce sont les plus gros calibres que je vous ai mis. Et donc il y en a déjà pas mal et je vous ai sélectionné donc toutes les grosses valeurs qui sont non pas forcément exactement à leur plus haut historique mais au moins à moins de 5% du plus haut historique. Et vous voyez qu'il y en a déjà pas mal. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver une petite explication. Est-ce qu'il y a des facteurs qui expliquent le fait qu'on soit au plus haut historique ou est-ce que c'est totalement le hasard? Pas forcément le hasard, mais simplement le fruit d'une gestion d'une entreprise complètement en dehors de l'environnement. Vous allez voir que ce n'est pas le cas. Parce que quand on regarde un petit peu dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a une tendance lourde quand même et sectorielle. C'est le cas notamment du secteur du luxe. On voit LVMH qui est à moins de 1% de son plus haut historique, numéro 1 mondial du luxe, Hermès International, là aussi dans le même secteur. Et puis L'Oréal, auquel il est apparenté, même si effectivement c'est le numéro 1 mondial des cosmétiques. Donc ça, c'est dû en fait à la bonne exposition aux pays émergents, à la consommation mondiale et pas uniquement dans les pays matures. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, d'année en année, la croissance est là et l'amélioration des marges est là. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième, c'est aussi une tendance lourde qui est donc au secteur de la pharmacie, de la santé et puis du vieillissement de la population, tout simplement. On le voit avec Ipsen, on en parlait tout à l'heure, groupe pharmaceutique. On le voit aussi avec Biomérieux, un petit peu plus loin, à 4,6% de son plus haut historique, un spécialiste des tests in vitro. Et puis Orpea, à 1% de son plus haut historique. Orpea, je vous rappelle que c'est l'un des numéros 1 européens, premier ou deuxième en fait en fonction des classements, avec Corian Medica, pour la gestion des maisons de retraite. Donc effectivement une grosse tendance lourde en tout cas là aussi qui est soutenue par le vieillissement de la population. Qu'est-ce qu'on peut en dire aussi? Je remarque aussi quand même l'automobile. Vous voyez qu'il y a du Valeo à 3% en tout cas du plus haut historique. Il y a Plastic Omnium 3%. Alors ce qui change par rapport à il y a 10, peut-être à 10 ou 15 ans, vous n'avez pas connu il y a 10 ou 15 ans Mathieu, mais effectivement à l'époque c'était les constructeurs qui étaient les grands gagnants. On parlait beaucoup de Renault, Peugeot avant la dernière crise naturellement du secteur et puis en revanche les équipementiers était toujours en fait en bas de tableau parce qu'il y avait une pression sur les prix de la part des constructeurs. Ça a changé parce que la voiture a naturellement beaucoup évolué depuis 15 ans. Beaucoup d'innovation, beaucoup de technologie, beaucoup d'électronique. Et ça renforce en fait maintenant le poids des équipementiers, et la force des équipementiers en tout cas en termes de prix par rapport aux constructeurs. Donc on pourrait dire en gros c'est peut-être un peu la revanche des équipementiers actuellement contre les constructeurs automobiles. Voilà pourquoi on trouve en tout cas des Valeo et Plastic Omnium proches de leur plus haut historique alors que vous n'avez ni Renault ni Peugeot. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Autre petite tendance, l'aéronautique, on en parlait tout à l'heure, Airbus et puis la défense avec Thales. Deux petites exceptions, Vinci. Pourquoi Vinci? Parce que Vinci, c'est simplement l'excellent et parfait équilibre qu'il faut avoir actuellement d'un point de vue positionnement. Un, c'est du BTP en Europe, c'est là où il faut être actuellement. Et deux, c'est les concessions autoroutières. Et ça, c'est un vrai boulevard, je pourrais dire. Donc en tout cas, pour Vinci, c'est tout naturellement qu'on le retrouve parmi les meilleures performances historiques. Et Téléperformance, là aussi, c'est ça. Là, pour le coup, c'est le vrai fruit d'une excellente gestion, croissance interne, croissance externe. Téléperformance, je vous rappelle que c'est l'un des numéros 1 mondiaux donc des centres d'appel et des hotlines. Donc en gros, quand vous êtes appelé le soir à 19h ou le week-end, c'est eux en partie et pas seulement, naturellement. Sinon, on ne retrouverait pas Téléperformance à ces niveaux. Enfin, deux technos qui fonctionnent très bien et qui ont très bien marché. Dassault Systèmes à 2,8% de son record historique et Sopra Steria, c'est une société de services informatiques. Donc vous voyez qu'il y a quand même des éléments explicatifs en tout cas à tout ça et ce qui était intéressant d'observer en tout cas parmi ces grands champions de la bourse depuis de nombreuses années. Merci Denis pour toutes ces explications. Parmi ces extraterrestres, Laurent a retenu Orpea. Effectivement Mathieu, j'ai retenu Orpea parce que à court terme, la configuration technique est tout à fait intéressante. Alors, vous avez le graphique à l'écran.
À moyen terme, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur un titre qui évolue de manière latérale. Ce qui est néanmoins intéressant, c'est que lorsque les cours sont revenus à proximité de cette zone de résistance qui, par le passé, avait fait obstruction et avait donc relancé les cours à la baisse, là, on voit bien que l'avis des investisseurs a évolué. Puisque vous le voyez, on arrive sur ce niveau de résistance. Première observation, on l'a dépassé. Regardez les cours, ils sont malgré tout au-dessus de cet ancien niveau de résistance. Donc ça, c'est le premier élément. Puis deuxièmement, on voit qu'il n'y a pas de pression vendeuse. Hein. C'est-à-dire que sur le niveau extrêmement important à 81,40 €, on a des opérateurs qui consolide en fait la hausse précédente. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils consolident la hausse précédente? Ça veut tout simplement dire qu'ils conservent leur titre et que chaque fois que ça baisse un petit peu, on a des ordres encarnés qui viennent soutenir le marché. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que depuis 2 semaines maintenant, Orpea n'est absolument pas vendu sur ce seuil technique important. Il y a même, à titre anecdotique, un petit triangle qui est en formation. Et par conséquent, quand on considère par ailleurs la tendance haussière depuis le début du mois de décembre, où on voit bien cette succession de creux et de sommets ascendants, on est sur un titre qui, comme le disait Denis, est non seulement à proximité de son niveau historique, mais présente même à court terme, techniquement, beaucoup de potentiel, puisqu'en analyse technique, quand on a un petit fanion comme ça qui se forme après une impulsion haussière, on anticipe la sortie par le haut. Voilà, donc à moyen et court terme, Orpea semble avoir beaucoup d'éléments qui nous font penser que ça devrait continuer de bien performer pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et c'est la raison pour laquelle donc, on a choisi un VAR en call pour accompagner cette hausse. Là encore, on prend toujours soin de prendre des produits avec des prix d'exercice très lointains. Ça nous permet ainsi d'avoir des prix d'achat extrêmement intéressants. Et là, pour Orpea, avec ce VAR en call de code OR82B, vous allez voir que Mathieu va vous donner un prix vraiment très attrayant. Un prix d'exercice pour ce VAR en call OR82B qui se trouve à 90. Donc le cours d'Orpea est bien en dessous de ce niveau. Ce produit arrive à échéance en juin 2017. J'en profite pour vous rappeler que les varants peuvent s'échanger seulement jusqu'à la veille de leur date d'échéance. Il en est de même pour les turbos avec échéance. Pour en revenir à ce produit, un delta à 28 et un levier à 8 avec donc un prix auquel vous pouviez l'acheter donc à 14 centimes. Donc effectivement, un prix intéressant, comme a pu le dire Laurent. On termine donc cette émission avec notre dernière rubrique, la rubrique à ne pas manquer. Donc, dans cette dernière rubrique à ne pas manquer, Denis, vous allez nous parler donc, de chiffres et de Donald Trump. Bah oui, Donald Trump en espérant qu'il y ait la patate, hein, comme on dit, puisque effectivement il va falloir délivrer, comme le disait Laurent tout à l'heure, ce sera cette nuit. Ceux qui veulent le voir, je pense que peuvent le voir sur des sites d'information américaines, hein, CNBC, CNN, il sera très, très certainement présent. En tout cas, Donald Trump qui intervient devant les 2 chambres du Congrès, donc 21h heure locale, 3h. Du matin pour nous, on suivra ça en tout cas la réaction en direct en bourse demain matin. Sinon beaucoup de statistiques quand même, PIB du 4e trimestre cet après-midi, dernière estimation, confiance du consommateur, consommation des ménages, ISM manufacturier, ça mesure l'activité et les services, et puis le livre beige de la Fed, toujours intéressant de voir ce que pense la Fed, ce sera demain soir. En Europe, l'inflation de février, le PMI manufacturier des services, c'est l'équivalent de l'ISM américain, et en Chine, la balance commerciale de janvier, mais bien sûr, naturellement, Trump. Donc vous l'avez compris, hein, si vous êtes insomniaque ce soir, c'est Trump. Que se passe-t-il du côté des entreprises? Des dernières publications au sein du CAC 40, on attend encore Engie et Lafarge Holcim. Dans le Next 20, c'est ce qu'on appelle l'antichambre du CAC 40, celle qui monte au CAC 40, un jour ou l'autre peut-être. Thales, Groupe Eurotunnel, Suez et Gemalto, mais aussi Téléperformance, on en parlait tout à l'heure. Soprasteria, c'est déjà fait, c'était une réussite hier. Biomérieux, on en parlait. CGG et Arkema à l'international. Eni, Zalando, Adecco, Deutsche Telekom, Swiss Life, plus de grands noms actuellement, c'est quasiment terminé pour les grandes publications au niveau européen et américain. Parfait, merci beaucoup Denis pour toutes ces explications, Laurent pour vos analyses et votre sélection de produits de bourse. C'est la fin de notre émission.
Je sais, c'est triste, ne le soyez pas. On reviendra donc la semaine prochaine, le mardi 7 mars. En attendant, jeudi, vous pourrez retrouver Laurent lors du webinaire hebdomadaire sur les fondamentaux de l'analyse technique. Vous pourrez lui poser vos questions si vous avez des interrogations, des zones d'ombre dans l'analyse technique. Laurent sera là pour y répondre. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.